Alors, comme dit précédemment, c'est un indicant de la dette sur la Commune de Paris qui a eu lieu en 1871. Donc, c'est l'anniversaire des 150 ans de la Commune de Paris. Et c'est même en ce moment l'anniversaire de la Semaine sanglante, qui était le théâtre des derniers événements de la Commune de Paris et qui ont été particulièrement, comme le nom l'indique, sanglants. Alors, la Commune de Paris, c'est un moment d'insurrection, c'est un moment de démocratie directe, c'est un moment aussi où la dette et la finance ont joué un rôle, où la banque, notamment la Banque de France, a aussi joué un rôle très important. Et pour en parler avec nous ce soir, nous avons deux intervenants. Nous avons Sixtine Didewal, qui est co-organisatrice de l'exposition Vive la Commune, entre autres, et qui est aussi doctorante sur le sujet du communalisme. Nous avons aussi Eric Toussaint, qui est historien, docteur en sciences politiques et porte-parole du CADTM international, et qui a écrit un article précédent l'indiquant de la dette, qui s'appelle La Commune de Paris, la banque et la dette, dont je vous recommande vivement la lecture. Alors, avant de commencer, je voudrais passer la parole à Sixtine, une petite minute. Pourrais-tu nous parler 2 secondes de l'exposition Vive la Commune, dont tu es co-organisatrice, Sixtine? Merci beaucoup de donner cette occasion. Du coup, l'expo Vive la Commune, c'est une exposition qu'on organise avec le collectif Krasny. C'est une exposition qui consiste en des photos de lieux où se sont passés des moments importants de la commune, donc des photos actuelles qui ont été prises par Karim Brixi-Nigassa, qui est notre photographe, et par des dessins de deux dessinateurs, Manus Cordia et Thibaut Dramet, qui ont dessiné en fait dessus ce qui se passe. Du coup, c'est une expo itinérante. On a exposé au Point Culture, on a exposé à l'ULB, et notre prochaine date, c'est on devait exposer à Liège, mais à cause du Covid, on a eu un petit souci, mais c'est que partie remise. Mais la prochaine grosse date, c'est du 18 au 27 juin, au DK à Saint-Gilles, où on va faire 10 jours de conférences, d'activités, théâtre, chorale, etc. autour de la commune et autour de l'exposition. Donc voilà, je vous invite à suivre sur la page Facebook du collectif Krasny. Je vais la mettre dans le chat, comme ça. Merci beaucoup. C'est déjà fait, Sixtine. Je viens de la mettre dans le chat. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent, vous pouvez cliquer dans le chat et vous verrez le lien de l'exposition dont parle Sixtine. Et donc, pour commencer cette introduction, en fait, est-ce que vous pourriez nous parler des aspects historiques de la Commune de Paris brièvement, pendant 5 minutes, pas plus? D'abord toi, Sixtine, et ensuite toi, Eric, pour compléter. Pour une remise en contexte pour les membres. Oui, bien sûr. Alors, je ne vais pas essayer de ne pas remonter trop loin parce que c'est un événement relativement complexe. Mais donc, la Commune de Paris, elle arrive dans un contexte particulier qui est celui de la guerre franco-prussienne, qui est une guerre qui a été déclarée par l'empereur. Donc, en 1870, on est dans un empire, le Second Empire. Et cet empereur, Napoléon III, le neveu de Napoléon Ier, a décidé de déclarer une guerre à la Prusse pour un peu divertir le bouillonnement insurrectionnel qu'il y avait dans son empire. Cette guerre va s'accumuler, on va voir s'accumuler des échecs militaires assez importants. Et le 4 septembre 1870, c'est la déchéance du Second Empire qui est proclamée avec pression de la foule et la proclamation de la Troisième République. S'ensuit la constitution d'un gouvernement provisoire, un appel massif à intégrer la garde nationale, qui est un acteur très important qu'on va retrouver plusieurs fois. Donc cette milice, en fait, qui était auparavant bourgeoise, mais qui finalement est constituée par en fait la plupart de la population parisienne, 330 000 personnes. Donc en fait, il faut se dire vraiment, c'est la population de Paris qui a les armes. Et alors, dès septembre, il y a un siège qui est fait par l'armée prussienne sur Paris. Et pendant plusieurs mois, Paris meurt de faim, meurt de froid. Beaucoup de gens vont effectivement mourir. Voilà, les pauvres mangent les rats, c'est vraiment la famine. Et en janvier, il va y avoir une armistice fin janvier avec auprès de la Prusse et donc voilà, c'est la fin de la guerre franco-prussienne. À ce moment-là, il y a plusieurs tentatives d'insurrection et tentatives d'installation de la commune parce que la population est assez remontée contre le gouvernement qui considère un gouvernement qui est censé être de défense nationale, mais qui est plutôt un gouvernement de trahison nationale, qui est plutôt capitulaire, ce qu'on lui reproche. Et en fait, le gouvernement va, entre-temps, il y a eu des élections au suffrage universel masculin à l'Assemblée nationale, composée principalement de monarchistes, et ils vont essayer de désarmer Paris, donc essayer de couper la solde de la garde nationale, exiger les loyers, ça Eric pourra en parler, on parlera sûrement longuement, j'en doute pas,
coup de force, Adolphe Thiers, qui est chef de l'exécutif, le 18 mars, décide de reprendre les canons qui sont payés par souscription populaire par la garde nationale. Ces canons qui sont mis à Montmartre. Et alors ça, on va dire la population se réveille, n'est pas du tout d'accord avec ça. On ordonne de tirer sur la foule, sur cette foule qui se rebelle face à la prise des canons. Et c'est le début de l'insurrection, dans le sens où en fait les soldats vont fraterniser avec la foule, ce qui va leur permettre de faire prisonnier leurs généraux, d'élever des barricades dans tout Paris. Et en fait l'administration prend peur, le gouvernement prend peur, se replie sur Versailles, là où il y avait déjà l'Assemblée nationale. Et en fait le pouvoir revient au comité central de la garde nationale, qui est le comité élu de cette garde nationale, donc cette milice populaire. Et donc voilà, elle va annoncer des élections qui auront lieu le 26 mars, et le 28 mars c'est la proclamation de la Commune. Je vais essayer de pas tout spoiler, et je vais peut-être laisser Eric continuer à partir de là, après avoir posé ses bases sur le contexte de la Commune, mais on reviendra sûrement sur plein d'éléments. C'est très bien, donc il y avait cette guerre franco-prussienne, toi commencé avec une histoire de canon, comme tu le résumais, qui a mis les gens en colère, et ensuite a été proclamée la Commune, qui était opposée finalement au gouvernement capitulaire, comme tu le disais. Eric, veux-tu compléter, s'il te plaît? Oui. Et les gens qui ont défendu les canons, c'est en fait surtout des femmes. Hein. Ils ont joué un rôle tout à fait clé ce jour-là, à l'aube du 18 mars. Alors, pour revenir sur le contexte, effectivement, donc, comme l'a dit Sixtine, Napoléon III déclare la guerre à l'Allemagne, à la Prusse. Il était dans une phase depuis le début des années 1850, moment où il a pris le pouvoir, dans une phase d'expansion de la France. La France avait déjà pris l'Algérie depuis les années 1830, mais il s'est lancé dans des opérations de conquête, notamment contre le Mexique, en envahissant le Mexique en 1862, sous prétexte de récupérer la dette que le Mexique, que la France, que des banquiers français réclamaient à la France. C'est un échec cuisant pour la France. La France est battue par le peuple mexicain en 1865. Les Mexicains disent on ne paye pas cette dette que la France nous réclame. Pendant toute cette période, Napoléon III dirige le pays en association directe avec la bourgeoisie financière. La bourgeoisie qui domine la vie politique française et les décisions, c'est les grands banquiers privés. Et la Banque de France, je reviendrai là-dessus, est une banque privée fondée par l'autre Napoléon en 1804, le premier empereur, et c'est une association de banquiers privés. Et notamment, le principal actionnaire, c'est Alphonse de Rothschild, de la Banque Rothschild. Banque Rothschild qui existe encore. Macron a travaillé pour cette banque, comme vous le savez. Et donc, cette association avec la bourgeoisie financière fait que l'État s'endette en permanence pour se financer et pour ne pas taxer les riches. Et les banquiers sont très heureux que l'État s'endette, puisque l'État rembourse les détenteurs de titres de la dette publique qui ont été vendus par les banquiers ou qui sont détenus par les banquiers. Donc là, sous l'Empire, la dette a été multipliée par 2, la dette publique. Et puis, comme la France a perdu la guerre qu'elle avait déclarée, le 2 septembre, l'empereur est fait prisonnier à Sedan, donc pas loin de la Belgique. Et effectivement, pour empêcher que ça tourne en révolution, la bourgeoisie devient tout d'un coup républicaine alors qu'elle est monarchiste et capitaliste financière, mais elle proclame la République. Aussi pour éviter la révolution, elle décrète que les loyers, le paiement des loyers est suspendu pendant 6 mois et le paiement des dettes. Mais l'Allemagne qui a gagné dit vous me devez 5 milliards de francs or qui s'ajoutent à la dette publique.
Et Bismarck, qui représente l'Allemagne dans toutes ces négociations, dit il faut que vous me payiez rapidement. Et il y a une discussion entre Thiers, qui est d'abord à Paris, puis à Versailles à partir du 18 mars, et Bismarck, où Thiers dit, écoutez, si vous voulez qu'on puisse imposer les mesures qui nous permettront de rembourser la dette, il faut qu'on désarme le peuple de Paris. Et Bismarck lui dit, oui, désarmez et débarrassez-nous du peuple révolutionnaire parisien, parce que le peuple parisien avait fait la révolution de 1789, puis la radicalisation de 1793, puis la révolution de 1830, puis la révolution de 1848. Il y avait eu toute une série de massacres au cours duquel le peuple s'était radicalisé et puis finalement avait, comme Sixtine l'a dit, obtenu les armes. Donc il y avait 300 gardes nationaux armés sur une population de Paris de 2 millions d'habitants. Et donc la question était comment désarmer le peuple de Paris et lui infliger une défaite pour rétablir le calme en France et pouvoir rembourser les dettes à l'Allemagne et les dettes aux banquiers français. Voilà un peu, pour moi, le contexte du début de la Commune de Paris. Bien, merci beaucoup, Éric. C'était brillamment résumé. Je vais passer la parole à Sixtine, parce que la Commune de Paris, dans l'imaginaire collectif, s'alimentait beaucoup de mouvements idéologiques comme l'anarchisme, le communisme, le marxisme, les trotskistes, les révolutionnaires, les libertaires. Comment la Commune était-elle organisée en termes d'instances de décision et surtout, quel était son avènement concret? Est-ce que ça a été tout de suite horizontal? Est-ce que c'était une organisation politique? Quelle était la place des femmes, des différentes classes? Comment s'est montée cette histoire, Sixtine? Mais du coup, donc Mérica, le 18 mars, le comité central de la Garde nationale se retrouve au pouvoir et annonce les élections de la Commune de Paris qui auront lieu le 26 et le 28 mars. Donc, les résultats des élections sont rendus publics et la Commune est proclamée. Donc, avant, en fait, Paris s'était subordonné à un gouvernement, au gouvernement central. Il y avait un préfet qui était nommé par le gouvernement et Paris n'avait pas de droit d'autonomie en tant que ville. Là maintenant, elle est dirigée par un conseil municipal qui est composé de 90 élus qui étaient des ouvriers, des artisans, des employés, petits employés principalement, des journalistes, des médecins, des gardes nationaux. Donc vraiment une composition sociale qu'elle n'avait pas connue avant. Il y a plusieurs membres de l'Internationale, l'Association internationale des travailleurs qui va revenir plusieurs fois, mais qui n'a pas agi, qui ne donnait pas des commandes principales. C'était pas, il faut pas la voir comme un parti politique qui insufflait. Voilà, il y avait évidemment une orientation idéologique, mais il n'y avait pas de, on va dire, de consigne de parti de l'Internationale du tout. C'était simplement les personnes qui étaient actives au sein des sections de l'Internationale à l'époque se sont retrouvées très actives politiquement et donc certaines d'entre elles ont été élues à la Commune. Donc généralement, oui, le conseil municipal là se réunit quotidiennement et parfois même 2 fois par jour. Il y a une fusion du pouvoir exécutif et législatif dans le sens où certains membres du conseil font également partie soit de la commission exécutive, soit d'une des 9 ou de plusieurs commissions thématiques, donc sur les finances, le travail, l'éducation, etc. Et donc en fait les commissions thématiques préparent en quelque sorte les décisions et puis ils contrôlent et vont impulser leur mise en œuvre. Et d'ailleurs les responsables de ces commissions, donc qui sont en fait comme des sortes de ministres, sont révocables du conseil. Alors la commune, généralement, on l'associe avec l'idée de démocratie directe, mais bon, on peut quand même voir ici qu'effectivement la commune c'est un conseil de représentants qui a été élu au suffrage universel masculin. Donc voilà, c'est des représentants, c'est quand même l'apanage de la démocratie représentative. En fait, l'évolution démocratique qui a été réalisée par la commune, c'est celle évidemment d'avoir un conseil municipal élu, dans le sens où avant elle était subordonnée au gouvernement central, c'est d'avoir un conseil municipal élu principalement d'ouvriers. Mais c'est surtout le fait, ce qui distingue en quelque sorte la commune d'un gouvernement représentatif traditionnel, c'est le fait que le peuple se réunissait constamment dans les espaces publics pour discuter, pour débattre, pour prendre des positions sur les affaires publiques. Donc en fait, ce qui marque vraiment la commune, c'est cette constante présence du peuple. Donc c'est pas simplement on a voté et puis on les laisse faire, c'est vraiment le peuple discute, le peuple intervient, le peuple critique. Et d'ailleurs, dans la déclaration au peuple français du 19 avril, qui est un peu considéré comme le programme de la commune, il prévoit bien, je cite, l'intervention permanente des citoyens dans les affaires
sphère communale par la libre manifestation de leur idée. Donc en fait, il y avait des assemblées populaires informelles qui avaient pour but d'exercer un contrôle, une pression sur le gouvernement officiel de la commune à travers des demandes qui étaient votées en assemblée. Et donc, la démocratie directe, c'est pas tellement celle qui est à l'hôtel de ville, mais c'est surtout celle dans ces multiples assemblées. Donc, c'était les comités d'arrondissement ou les commissions municipales qui géraient les affaires locales à travers une vie de quartier assez active. Et alors, souvent, les élus, en fait, étaient élus à leur arrondissement et donc, souvent, ils se faisaient le relais de ces comités d'arrondissement vers le conseil de la commune. Il y avait aussi les sous-comités d'arrondissement de la garde nationale qui participaient parfois à la gestion de l'arrondissement et qui continuent à exister même si la commune en fait avait adopté un décret pour les supprimer. Et donc il y avait aussi les sections locales de la Première Internationale qui était un lieu assez actif, donc l'Association internationale des travailleurs créée en 1864, et il y avait les chambres syndicales aussi, donc l'ancienne des syndicats, et surtout les clubs. Alors les clubs en fait ils ont été créés pendant la période 1989, ils ont été ressuscités en 48 et surtout avec la chute du Second Empire en 1870. En fait, ils ont été assez nombreux. Ils ont marqué l'histoire de la commune par vraiment une profusion, une activité politique assez intense. Ils étaient une cinquantaine, plus ou moins. Ils occupaient les églises le soir. Ils rassemblaient des centaines, voire des milliers de personnes. Je suis désolée, il y a mon chat qui m'énerve. Et donc c'était vraiment un endroit où se pratiquait l'éducation du peuple. C'était, on appelait ça les théâtres ou les salons du peuple, avec l'enseignement du peuple par le peuple. C'est un lieu de rencontre, de débat et de décision où on exerçait un contrôle assez important en fait sur la commune. Donc les élus étaient considérés comme des simples commis, je vais revenir là-dessus, des simples délégués, et surtout on tentait de faire adopter des mesures sociales plus importantes. Alors il y a plusieurs un peu obstacles à la démocratie dans la commune. J'ai mentionné principalement un qui est principalement dû au contexte en fait de militaire, qui est que la commune est sous pression de la contre-révolution versaillaise, et qui est la création du comité de salut public. Donc en fait c'était pour remplacer la commission exécutive. Le comité a été voté le 1er mai et donc est censé être composé de 5 membres dotés des pouvoirs les plus étendus sur toutes les commissions. Donc c'était une décision en fait qui a été prise pour protéger la révolution en redressant sa situation militaire, en réprimant l'opposition, etc. Mais donc la décision elle n'a pas été adoptée sans débat. Il y a eu certains membres de la commune qui ont dit que voilà le comité était nécessaire pour protéger la révolution. C'était la majorité, c'était 45 personnes. Et puis en face de ça, il y a eu 23 personnes, c'est la minorité anti-autoritaire, qui ont dit que c'était la fin de tout fonctionnement démocratique de la commune et qui voulaient pas revenir ce comité de salut public qui faisait référence à 1793, la terreur, etc., la guillotine. Cette minorité socialiste anti-autoritaire, beaucoup sont partis de la commune. Et alors, dans un espèce de paradoxe démocratique, certains d'entre eux, les élus du 4e, ont fait face à leurs électeurs dans une assemblée de 2000 personnes. Et ces électeurs ont alors approuvé leur explication quant à leur départ, mais ont donné le mandat impératif, c'est-à-dire un mandat précis, avec une instruction précise, de réintégrer la commune. Le mandat va être respecté et les élus vont retourner la commune le lendemain, mais le lendemain c'est le 21 mai, ça c'est le début de la semaine sanglante, la semaine de répression de la commune. Donc ici on voit qu'il y a un des éléments essentiels du mandat, de la démocratie directe, qui est le mandat impératif. C'est un mandat donc précis qui est donné à la population, par la population aux élus et que les élus doivent respecter. Et donc, en fait, il y a un corollaire au mandat impératif, c'est que s'ils ne respectent pas, les élus sont révocables. Et ça, c'était un principe. C'était dans l'appel aux élections du comité central. Mais au final, vu la brève période, il n'y a aucun élu qui a été révoqué dans sa fonction d'élu. Il y a des officiers qui ont été révoqués au sein de la garde nationale, mais pas d'élus en tant qu'élus. Et alors, je vais un peu sur le rôle. Il me reste combien de temps exactement, Célar ? Oh, 1 minute à peu près, mais tu peux dépasser le temps. Ok, je vais passer un tout petit peu sur les femmes. Désolée, j'avais prévu un peu plus long. Du coup, d'un point de vue de la participation des femmes dans la commune, alors le 11 avril, il y a plusieurs femmes, dont Nathalie Lemel et Elisabeth Dmitriev, qui étaient toutes les deux membres de l'Association internationale des travailleurs, qui s'associent, qui créent l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Donc en fait, l'association enregistre les femmes qui se mobilisent pour la défense de la ville. Et donc il y aura des cantinières, des ambulancières, il y aura également des combattantes comme Louise Michel, c'est un peu l'exemple emblématique, qui défendront Paris et beaucoup sur les barricades pendant la semaine sanglante d'ailleurs. L'Union des femmes, c'est une structure avec des réunions, des délibérations des arrondissements. La commune leur donnait un local pour leur délibération et elles avaient une prise de décision au comité central. Donc le comité central avait des réunions 2 fois par jour et était en communication constante avec la commune, surtout avec la commission du travail.
Alors, il y avait vraiment, en fait, ce qu'il faut voir, c'est pas uniquement l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, mais en fait, c'est aussi une organisation qui joue énormément au niveau du travail. Donc, en fait, il y avait vraiment une conscience de classe qui était mêlée à la conscience de genre. Et en fait, les femmes à l'époque étaient extrêmement exploitées, elles étaient payées à la tâche, elles étaient voilà sous-payées. Et en fait, l'Union des femmes va proposer là aux femmes de s'inscrire par métier et de leur trouver un métier. Donc, ça va faire un recrutement massif des femmes, mais aussi une politisation. Donc cette Union des femmes, comme je disais, travaille beaucoup avec Léo Frankel, qui était le délégué au travail, et qui déclare d'ailleurs que le travail des femmes étant le plus exploité, sa réorganisation immédiate est donc de toute urgence. Donc il y avait vraiment une reconnaissance par la commune que le travail des femmes était exploité. Et donc, l'Union des femmes va obtenir de la commune la reconnaissance du travail féminin. Elle va demander l'égalité des salaires et d'abolir toute concurrence entre les travailleurs des deux sexes. On voit aussi que lorsque la commune décrète la réquisition des ateliers abandonnés par les patrons, donc la réquisition pour qu'elle soit remise en service par la collectivité ouvrière, eh bien, les femmes de l'Union des femmes, aux côtés des chambres syndicales, vont prendre une tâche énorme qui est celle de répertorier ces ateliers, de préparer la remise en exploitation des ateliers par l'association des ouvriers ouvrières qui étaient employés. Et donc, elles vont tenir des registres dans lesquels vont s'inscrire les femmes de divers métiers pour créer des associations productrices qui vont se fédérer entre elles. Et donc voilà, donc c'est assez important dans le sens où c'est vraiment, il s'agit de remettre directement aux producteurs et aux productrices des instruments de leur travail. Mais bon, le résultat pourra pas voir le jour malheureusement à cause de la répression. Je finis juste sur deux petits points. La participation politique des femmes était aussi assez importante, notamment via les clubs. Donc elles n'avaient pas le droit de vote et c'était pas une revendication principale, mais elles ont énormément participé et lutté pour pouvoir rentrer dans les clubs et dans les comités de quartier. Mais donc dans les clubs, il y avait des clubs qui étaient soit exclusivement féminins, soit des clubs où les femmes étaient majoritaires, comme par exemple le club des prolétaires où il y a eu une réunion, elles étaient 3000 sur 4000 participants et participantes. Dans les clubs, elles prennent la parole politique, elles défendent leurs droits, notamment l'égalité salariale, ce qu'elles vont obtenir pour les instituteurs et égalité instituteurs et institutrices. Et il y a des résolutions qui sont adoptées en faveur de l'affranchissement complet de la femme et du droit au divorce. Et puis aussi beaucoup de femmes qui parlent en tant qu'oratrices comme Paul Minc ou André Léo qui exigent davantage de droits pour les femmes. Et alors pour finir, je finis juste que c'est relativement important dans le mouvement de dénigrement où on voit de l'implication des femmes en politique, c'est qu'en fait il y a un mythe qui va être rapidement inventé, c'est celui de la pétroleuse, qu'on entend très bien, et pétroleuse devient même synonyme de communarde, comme si on pouvait que être pétroleuse en étant communarde. Et donc il n'y a aucune preuve tangible qu'il y avait des pétroleuses, et je vous conseille le livre d'Edith Thomas qui vient d'être réédité à ce sujet, qui s'appelle les pétroleuses entre guillemets. Et donc en fait il y a eu des incendies effectivement, soit liés aux obus versaillais, soit par les communards et aussi des communards, mais pas spécialement au pétrole, mais plutôt stratégiques et symboliques. Et donc en fait ces communards, ça a été créé, ce mythe des pétroleuses a été créé pour en fait principalement dénigrer l'implication des femmes en politique et puis surtout les condamner après la semaine sanglante. Donc il y avait vraiment des espèces de représentations d'elles, etc. Un peu en fait de la même manière qu'on parlait des tricoteuses pendant la Révolution française, un peu de dénigrement aussi de qu'est-ce qu'elles font là, elles n'ont pas à être en politique ni à participer. Vraiment on les renvoie à cette identité un peu péjorative, enfin, un peu beaucoup. Voilà, je m'arrête ici et désolé d'avoir dépassé. Merci, Sixtine, c'est vraiment inspirant de voir la force politique des femmes et leur criminalisation et tout ça en se rendant compte qu'elles ne faisaient pas partie du conseil communal, hein, d'après ce que tu dis. Donc, c'était bien un conseil communal fait d'hommes uniquement. Je vois la question, c'était que fait d'hommes et par les hommes, donc pas de vote féminin. Voilà, merci beaucoup pour cette précision. Eric, pour compléter tout ce qui a été dit déjà sur le fait social, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus de contexte économique? Bon, géopolitique, tu as déjà dit pas mal de choses, mais d'autres aspects sociaux, plutôt du sociétal politique, hein, d'une certaine façon. Quel était le rôle de la France dans le système dette au niveau du jeu de la dette? Tu as brièvement parlé de la Banque de France, qui était un club d'une bourgeoisie financière, hein, d'une certaine façon. Mais quel était vraiment le rôle de la dette dans la mise en place, ou plutôt dans l'opposition à la commune et finalement dans son échec? Eric, que peux-tu nous dire là-dessus? Oui, donc on va dire il y a deux niveaux. Il y a d'abord les dettes des classes populaires. Les classes populaires étaient très endettées. Elles avaient des revenus extrêmement faibles et pendant l'hiver 1870-1871, beaucoup d'habitants et d'habitantes de Paris ont eu recours au mont-de-piété. C'est une structure qui existe encore, y compris en Belgique, hein, où on va déposer un bien en gage pour obtenir un crédit.
Et pour vous donner une idée de la gravité de la situation, c'est que dans les monts-de-piété de Paris, pendant l'hiver, 80 000 couvertures avaient été déposées en gage pour obtenir quelques francs, de quoi se payer du pain pour survivre. Donc des gens, des familles se privaient d'une couverture pour la nuit pour avoir à un moment donné un peu de sous pour s'alimenter. Donc les dettes étaient extrêmement élevées, hein, des classes populaires, et pour des sommes de rien du tout, mais qui faisaient que la situation pourrait être dramatique. Et c'est pourquoi déjà, pour bien se faire voir, je l'ai dit tout à l'heure, en septembre, on avait suspendu le paiement des dettes antérieures et notamment le paiement des loyers. Or, en mars, avant que la commune ne se mette en place, en mars, Thiers, qui est au pouvoir et qui cherche des moyens de provoquer le peuple de Paris, pas le club de Paris, de manière à pouvoir l'écraser, il décide qu'il faut payer les dettes qui étaient suspendues depuis, dont le paiement était suspendu depuis 6 mois. Et une des mesures prises par la commune de Paris, alors après son élection, hein, le 26 mars, elle entre en fonction et le 29 mars, elle dit on reporte de 6 mois le paiement des loyers et le remboursement des dettes. Et si les personnes ont une dette inférieure à 20 francs, ils peuvent aller récupérer le bien qu'ils ont déposé en gage. Alors, donc ça montre l'importance des dettes pour les classes populaires. Là, quand j'ai dit que Thiers annonce qu'il faut rembourser les dettes, donc ça c'est en mars, on sait qu'il y avait 100 000 ordres de saisie à appliquer. Donc des flics à envoyer dans les maisons avec des huissiers pour aller récupérer des biens, là chez des petits commerçants, des boutiquiers, des artisans, parce que une précision aussi, hein, le peuple de Paris, quand on parle du prolétariat à Paris, le prolétariat à Paris, c'est des lavandières, c'est des artisans, c'est des petits boutiquiers et c'est des ouvriers et ouvrières de manufacture. C'est le peuple en général, et aujourd'hui on dirait oui, c'est en partie les classes moyennes, mais bon, c'est ça les classes populaires, c'est ça le peuple de Paris qui est organisé dans la garde nationale et qui a pris la commune. Bon, donc il y a une décision de reporter de nouveau les paiements le 29 mars. Mais il y a un débat, et ça va avoir avec l'autre partie que je vais développer sur la Banque de France. C'est que dans la commune, il y a un secteur en fait très modéré. Et le doyen des élus, il s'appelle Baillet, ça s'écrit Besselet, Charles Baillet. C'est un communard. Il est membre de la Première Internationale. Il faut savoir que donc la Première Internationale, comme l'a dit Sixtine, fondée en 1864, comprend à la fois des partisans de Proudhon, des partisans de Bakounine, quelques partisans d'Auguste Blanqui, on va sûrement en parler, et Karl Marx et Engels. Je ne vais pas dire des marxistes parce que personne, et en tout cas pas Karl Marx, ne parlait de marxistes à l'époque. C'était plutôt les communistes. Marx n'a jamais revendiqué d'avoir des adeptes portant son nom. On a commencé à parler des marxistes dans les années 1880 quand la social-démocratie allemande s'est constituée et s'est revendiquée de Karl Marx. Bon. Et donc, ce Charles Besselet est très lié à Proudhon. Proudhon qui est mort en 1865, mais il veut appliquer les idées de Proudhon. Et les idées de Proudhon, c'était créer des banques de crédit mutuel. Proudhon était contre, par exemple, l'école gratuite. Il disait, faut que les gens payent pour étudier et on leur prêtera de l'argent via des banques de crédit mutuel et ils rembourseront donc, quand ils auront un emploi qualifié. Et donc, Besselet intervient dans le débat du 29 mars
face à des gens plus à gauche que lui, notamment Jean-Baptiste Clément, celui qui a composé la chanson Le temps des cerises et la chanson La semaine sanglante, il a écrit un livre, Jean-Baptiste Clément, pour dénoncer Charles Beslay comme un défenseur de l'ordre bourgeois, de la propriété privée et des banquiers. Et donc il dit que, alors que l'extrême gauche dans la commune voulait qu'on supprime carrément les monts-de-piété, parce que les monts-de-piété avaient des actionnaires privés, et les monts-de-piété faisaient du pognon en prêtant de l'argent aux plus pauvres. Donc là, ça, si vous lisez les documents du CADTM sur le microcrédit, en fait, les monts-de-piété, c'est le microcrédit aujourd'hui, c'est la version à l'époque du microcrédit aujourd'hui, c'est-à-dire une surexploitation des pauvres pour des crédits extrêmement faibles. Et donc Beslay a été contre la suppression des monts-de-piété et il a dit, bon, ben, si les gens sont assez pauvres que pour n'avoir emprunté que 20 francs, ils peuvent aller rechercher leur bien, donc la couverture ou ceci ou cela. Bon, ça c'est sur la question des dettes privées. Donc il aurait fallu évidemment, en tout cas, supprimer les monts-de-piété. C'était une erreur de ne pas le faire. Alors il y a la question de la Banque de France. La Banque de France, j'ai dit que c'était une banque privée, elle était située en plein territoire de la commune de Paris, elle est absolument centrale, la Banque de France, elle est toujours au même endroit, et c'est une entreprise privée, donc elle a un gouverneur, elle a un vice-gouverneur, et des régents, et les régents de la Banque de France, à l'époque, c'est les grands banquiers comme le baron de Rothschild, principal actionnaire de la Banque de France. Et lorsque Thiers fuit Paris pour se rendre à Versailles avec toute son administration, l'administration de la Banque de France reste dans Paris parce qu'il y a tout l'argent dans les caisses de la Banque de France. Il y a pour 3 milliards de francs or dans les caisses de la Banque de France, en lingots d'or, en lingots d'argent, en pièces, en titres, en billets, etc. Et donc, c'est un trésor absolument extraordinaire. Eh bien, figurez-vous que Beslay, qui est désigné comme le responsable des relations avec la Banque de France au sein du comité central de la commune de Paris, Beslay va défendre à fond la Banque de France. Et lorsqu'on discute dans le comité central de la commune de Paris, est-ce qu'on prend ou pas la Banque de France? Il intervient pour dire la Banque de France est la fortune du pays, hors d'elle, plus d'industrie, plus de commerce. Si vous la violez, tous ces billets font faillite. Donc Beslay fout la trouille aux gens du comité central. Ce n'est pas des économistes, les membres du comité central. Ils veulent absolument améliorer les conditions de vie de la population et donc ils débattent des monts-de-piété, des dettes, puis comme l'a dit Sixtine, de la reprise des ateliers abandonnés par leurs patrons, des amendes que les patrons font payer aux ouvriers, du travail de nuit des boulangers. C'est ça qui préoccupe d'abord les gens, et là, les gens, ils savent de quoi ils parlent. Et la Banque de France leur apparaît comme quelque chose d'abstrait. Et si il y a quelqu'un comme Beslay qui dit, lui qui avait fondé une banque de type Proudhon, banque qui était tombée en faillite, donc lui, le banquier, lui, l'homme de l'expérience de la banque, il dit surtout ne pas toucher à la Banque de France. Et si vous touchez à la Banque de France, les billets que vous avez là, la monnaie dont vous vous servez, elle n'aura plus aucune valeur. Donc il faut la trouille aux gens. Donc on ne touche pas à la Banque de France. Et c'est dramatique parce que pendant tout le temps de la commune, toute la durée de la commune, la Banque de France, qui restera dirigée par les mêmes banquiers, va verser au gouvernement contre-révolutionnaire de Thiers 315 millions en liquide de francs or, tandis qu'elle ne va verser que 15 millions à la commune alors qu'elle est sur le territoire de la commune. Et que la commune a 9 millions de francs or en dépôt
dans la Banque de France. C'est-à-dire la Banque de France remet de l'argent à la commune au compte-gouttes, mais même pas la somme qui était la propriété de la commune. Parce que la commune déposait les résultats de ses impôts auprès de la Banque de France et puis demandait des crédits en liquidité pour son fonctionnement. Et donc, la Banque de France a versé 20 fois plus à Thiers qui préparait la destruction du peuple de Paris, le massacre de la semaine sanglante, alors que la commune de Paris n'a reçu que 15 millions. Et ça, Beslay, je lui en veux énormément, dans le temps et aux idées de Proudhon qu'il représentait, parce que il a défendu une orientation où il s'agissait de donner la priorité, si on avait eu le temps, de créer des banques de crédit mutuel, etc., mais où il fallait protéger la propriété des plus riches et où il ne fallait pas toucher à la Banque centrale. Et pour moi, c'est Beslay, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est Tsipras ou Varoufakis en 2015 en Grèce, où beaucoup de dirigeants politiques qui se disent de gauche radicale et qui, en fait, comme le dit Prosper Lissagaray, qui est un des historiens de la Commune de Paris et qui a milité parmi les communards, Prosper Lissagaray écrit un livre sur la Commune de Paris. Vous pouvez trouver intégralement, il est reproduit en fac-similé et il fait 600 pages, et puis il a été réédité par les éditions de la Découverte il y a quelques années. Et Lissagaray dit c'est incroyable parce que les communards sont restés en extase devant le coffre-fort de la bourgeoisie française. Et alors que s'ils avaient mis la main sur ce coffre-fort, ils auraient pu trouver une solution. Je dirais pourquoi au grand problème de la commune, ils n'ont pas mis la main dessus. Bon, mais je m'arrête là parce que je pense que j'ai assez parlé. Là, il n'y a plus d'images. Oui, c'était très bien, Eric. Vraiment, ce personnage Beslay est quelqu'un de très énigmatique et on ne comprend pas vraiment ses choix. Il tenait en effet des bourses dans sa main et il a décidé de plutôt financer Thiers. Donc, c'est vraiment incompréhensible. Peut-être pour faire la transition vers la partie qui va suivre, je vais peut-être vous demander très brièvement l'un et l'autre de me dire qu'est-ce que vous retenez personnellement de cette expérience de la Commune de Paris. Qu'est-ce qu'est l'élément marquant qui doit être retenu en une seule phrase ou en 2-3 phrases grand maximum. Je vais d'abord donner la parole à Sixtine. Mais du coup, oui, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans la commune? Il y a beaucoup de choses. Mais, la première, c'est qu'on peut dire qu'une fois que le peuple prend son sort en main, en quelque sorte, il expérimente des nouvelles manières de gérer la société qui ont un caractère démocratique qui est bien supérieur à notre société où ici, on vote tous les 5 ans et puis il n'y a pas de contrôle permanent et de permanence assemblée du peuple. Et puis surtout, le peuple il adopte des mesures sociales radicales qui sont complètement en avance sur l'époque, qui vont être adoptées des décennies plus tard par les gouvernements officiels. Et donc, que quand les travailleurs et les travailleuses, enfin surtout les travailleurs ici, vu que la communauté masculine, sont au pouvoir, mais en tout cas avec la pression des travailleuses derrière, il y a moyen de faire un pas social énorme. Donc ça montre vraiment comment, dans une brèche de 72 jours, ça représente un moment pendant lequel la société peut être repensée, avoir des mesures radicales assez importantes, beaucoup de gens qui se politisent assez rapidement, qui acquièrent des nouvelles compétences, des femmes qui prennent un rôle politique important qui leur était dénié à l'époque, il y a un peuple qui s'émancipe, et puis tout ça, en fait, surtout après, si on voit la manière dont ça a fini et la férocité de la répression, ça montre à quel point la classe dirigeante a en horreur cette expérience sociale qui permettait l'amélioration des conditions de vie, des conditions de travail de la population plus pauvre, et que en fait la classe dirigeante est vraiment prête au pire massacre, mécontente de quelque chose d'autre et surtout de nous passer l'envie de nous battre pour un monde meilleur. Vu l'ampleur, on n'a pas encore parlé de la semaine sanglante, mais voilà, là, il faut savoir que la répression, c'est quand même 20 à 30 000 morts et 45 000 prisonniers, et c'est assez important. Voilà, je m'arrête ici. Merci, Sixtine. Des mesures radicales, la politisation, l'émancipation des femmes, vraiment de belles choses. Eric, qu'est-ce que tu penses qu'il faut retenir principalement? Et donc, en complément de ce qu'a dit Sixtine, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit, quelque part, l'auto-organisation
l'élaboration de propositions pour répondre aux problèmes de la vie quotidienne est un élément absolument fondamental d'auto-émancipation. En même temps, ça ne suffit pas. S'il n'y a pas une clarté sur les objectifs à atteindre, si on ne voit pas clairement ce que les ennemis du processus vont utiliser comme stratagème pour en venir à bout, et si on n'a donc pas un programme, des changements macro à réaliser, et pas simplement des changements concrets dans la vie de tous les jours, on risque de se faire détruire par ceux qui veulent empêcher cette organisation, cette libération du peuple. Et donc la leçon, c'est que à la fois il faut l'auto-organisation, la révocabilité des élus, des décisions en assemblée, etc. Mais il faut aussi être capable de tirer les leçons, d'adopter un programme, de défendre un programme qui apporte réellement les bonnes solutions, parce que Beslay, il est venu avec un programme et quelque part, il a convaincu le comité central et ça a empêché, ça n'a pas permis à la commune de résister à l'offensive de ceux qui voulaient la détruire. Et donc, il faut tirer ça comme leçon aussi. Une série de mesures globales doivent avoir été pensées à l'avance, débattues, et évidemment soumises à la discussion. Donc, face à Beslay, sur la question des monts-de-piété et la Banque de France, il aurait fallu des gens avec des arguments solides pour mettre, via un vote démocratique et après un débat démocratique, en minorité, Beslay. Or, le secteur radical, face à Beslay, c'est ce qu'on appelle les blanquistes, d'Auguste Blanqui, qui est un dirigeant courageux, qui a passé la plus grande partie de sa vie en prison, et il était en prison à ce moment-là, et la commune voulait sa libération et proposait d'échanger Auguste Blanqui contre l'archevêque de Paris, qui avait été fait prisonnier par la commune et qui aurait dû servir de monnaie d'échange. Bon, les partisans de Blanqui, eux, ils ont compris qu'il fallait prendre la Banque de France. Donc, ils étaient tout à fait contre Blanqui. Et le 12 mai, ils ont envoyé deux compagnies de gardes nationaux pour prendre la Banque de France. Et ils sont présentés devant la Banque de France. Beslay est arrivé, lui aussi, comme les deux compagnies étaient dirigées par des membres du comité central de la Commune de Paris. Et Beslay se présente devant eux, lui qui était délégué par le comité central auprès de la Banque de France, et il dit « Mais qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous voulez ?» Et les responsables blanquistes disent « On veut investir la Banque de France, on veut contrôler ce qu'il y a dedans, on veut faire une perquisition. » Et Beslay leur dit « Mais pourquoi faire? À quoi ça sert? Moi, je garantis que tout est en ordre, etc. » Et les gars, comme ils n'avaient pas l'idée de ce qu'il faudrait faire de la banque, sinon la prendre, et c'était déjà une bonne chose, mais ils n'ont pas eu d'argument face à Beslay, qui a finalement eu le dessus dans la discussion, et ils se sont retirés un peu, je dirais, tristement, sans prendre la Banque de France. Alors, donc, non seulement il faut se dire, il faut prendre la Banque de France, la banque centrale d'un pays, mais pour en faire quoi? Il faut savoir ce qu'on veut en faire, quoi. Ça, c'est aussi très important. Super, merci beaucoup Eric, merci beaucoup. J'ai vu dans le chat quelqu'un qui réclamait le retour de la Commune de Paris. Donc je vais profiter de ça pour faire la transition vers... et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de vous poser la question à tous les deux. Qu'est-ce qui est encore là en termes de revendications, d'esprit révolutionnaire, qu'on a su garder depuis la Commune de Paris? Qu'est-ce qu'on a perdu, qu'on devrait à nouveau cultiver? Quels sont les échecs qu'on doit absolument ne pas répéter? Si tu l'as dit Eric, Beslay, c'était un peu le Tsipras, si on fait une analogie un peu hasardeuse comme ça, quel serait le Blanqui actuel sur lequel on pourrait s'appuyer, s'il y en a un?
Je voudrais poser la question à Sixtine. Tu as déjà brièvement abordé le sujet des femmes, mais en termes de logement, en termes d'organisation concrète, qu'est-ce qu'il y a eu comme avancée concrète pour les femmes à ce moment-là? Tu as dit qu'en très peu de temps, il y a eu des grandes avancées. Quelles étaient-elles réellement? Et aussi, qu'est-ce qu'on peut retenir du communalisme concrètement? C'est une question que je pose à tous les deux pour lutter contre la dette et l'austérité. Je vais d'abord passer la parole à Sixtine pour la transition. Ouais, mais du coup ça fait beaucoup de questions. Je vais commencer par les mesures sociales, les choses concrètes qui ont été faites. Je vois la question dans le chat d'ailleurs aussi. Au niveau des mesures concrètes qui ont été adoptées, alors il y a eu donc il y a eu cette, enfin je sais pas toi, il y a eu beaucoup de mesures sociales. Donc il y a eu la réquisition donc des ateliers abandonnés, principalement gérés par les chambres syndicales et par les femmes. Il y a eu aussi l'instruction pour les filles qui a été fort mise en avant et fort repensée, mais pas encore mise en application. Il y a, donc il y a cette politisation et cette présence très constante des femmes qui sont là. Mais le problème, en fait, c'est qu'il y a pas, c'est pas comme s'il y avait eu des acquis sociaux issus de cette commune. C'est qu'en fait, il y a une table rase après la semaine sanglante. Il n'y a pas eu, c'est comme là, c'était l'école gratuite, laïque et obligatoire. Elle a été faite plus tard par Jules Ferry, qui est d'ailleurs un ennemi de la commune. Mais c'était pas un acquis il faut pas le voir comme une lutte sociale et puis un acquis qui en sort, parce qu'en fait ça a mis des idées dans la tête de beaucoup de gens, mais la répression a aussi mis l'idée qu'en fait c'est un peu, ça a fait un peu table rase sur tout ça. Au niveau d'autres mesures, il y a eu effectivement des mesures sociales comme l'interdiction des amendes et des retenues sur salaire. Il y a eu en fait ce qu'il faut se dire, c'est vraiment que la commune revendiquait à la fois une république qui était démocratique, ça j'ai parlé de la démocratie, mais qui était aussi sociale et qui voulait améliorer les conditions de travail. Et donc, dans la pratique, il y avait une intervention constante du peuple, comme je le disais tout à l'heure, et y compris en termes économiques. Par exemple, au niveau du contrôle, Jean-Baptiste Clément, dont Eric a parlé tout à l'heure, qui était élu au 18e, raconte qu'il y avait eu des contacts de délégations populaires qui venaient protester, par exemple, contre l'insuffisance du décret sur la restitution des objets engagés sur le mont-de-Piété. Qui s'est fait, il y a eu des échos qui ont été faits à l'Assemblée communale de ça. Donc il y avait vraiment un relais quant à des demandes économiques. Dans certains arrondissements, il y a les sous-comités d'arrondissement de la garde nationale dont je vous avais parlé, là, mais qui ont été pourtant supprimés par la commune, qui gèrent en fait des questions comme les loyers, par exemple aussi. Donc voilà, ça c'est toutes des questions démocratiques qui, d'un point de vue, des questions économiques qui sont gérées d'un point de vue démocratique. Il y a aussi des doléances ouvrières par rapport dans le secteur de l'habillement sur des salaires qui seraient trop bas. Et en fait, la commune a adopté un décret qui exige que tous les cahiers des charges dans les marchés publics indiquent les salaires comme une manière d'exiger des salaires décents. Donc, voilà, toutes ces mesures que je dis là, évidemment, ne seront pas du tout maintenues après la commune. Comme je disais aussi tout à l'heure, il y a la commission du travail était vraiment en lien avec les travailleurs et les travailleuses, via notamment une commission d'initiative qui était composée de travailleurs autour de Léo Frankel, et on voit donc dans la mesure de réquisition des ateliers. Donc il y a donc ces chambres syndicales qui travaillent autour, que c'est vraiment les prémices d'une certaine autogestion qu'on peut retrouver qu'on peut retrouver aujourd'hui. Donc c'est que la coopération, que les ouvriers s'organisent en coopération pour gérer leur travail. Et il y a eu plusieurs ateliers, par exemple l'atelier des fabrications d'armes du Louvre qui obtient début avril le droit d'élire directement ses cadres et donc de les révoquer. Il y a eu 2 exemples de participation des travailleurs à la gestion des entreprises, comme dans les postes, comme dans l'imprimerie. Et donc voilà, donc même si la commune reste un modèle de démocratie représentative, elle est composée déjà de travailleurs, de petits artisans, de petits commerçants, etc., qui ont cette volonté d'émancipation sociale, et elle est surtout confrontée à la population en lutte, aux chambres syndicales, aux sous-comités de la garde nationale, qui ont une radicalité nettement supérieure à celle de la commune. Et donc, cette menace constante aussi de révocation, qui n'a pas été appliquée, je vous l'ai dit, mais voilà, qui était vraiment des termes importants dans le système du système politique, et qui permettait un contrôle actif d'un peuple vraiment présent aux institutions et investi dans les questions politiques, économiques et sociales. Et ce contrôle systématique des élus n'existe absolument pas aujourd'hui, évidemment. Donc voilà, là, c'était vraiment, il y avait cette révocabilité, aussi un stop aux privilèges des élus, c'est des garde-fous dont on ferait bien de s'inspirer pour aujourd'hui. Maintenant, pour les leçons de la commune, je ne sais pas si peut-être je laisse d'abord la parole à Eric ou j'aborde ce point-là, leçon et héritage. César, qu'est-ce que tu penses? Eric, est-ce que tu veux intervenir tout de suite? Vas-y, Sixtine, si tu as envie de continuer, vas-y. Je vous en prie. Ok, c'était du coup ce que. Mais par rapport aux leçons,
il y a différentes leçons qu'on peut tirer. Principalement par rapport aux clubs. Alors, ces clubs ont pesé, donc je rappelle, ces assemblées populaires qui se réunissaient dans les églises, elles ont pesé sur le gouvernement municipal et elles montrent à quel point la démocratie directe, c'est pas qu'une question de procédure, c'est une question d'individus qui sont vraiment actifs et mobilisés. Et donc, c'était présent donc, pendant toute la commune de Paris, comme je disais, mais ça avait une limite dans le sens où ces clubs fleurissaient dans un milieu qui était favorable à la commune, qui n'était pas représentatif de l'ensemble de la population. Et donc, c'était quelques dizaines de milliers de personnes tout au plus. Donc, ça pose la question de se dire, voilà, comment est-ce qu'on rassemble un soutien massif au sein de la population pour assurer la participation de cette population. Donc ça, c'est vraiment toujours quelque chose qu'on retrouve. Moi, je vois dans mes recherches sur la démocratie directe, c'est comment en fait permettre impliquer la population dans les questions politiques. Et puis on voit aussi, Eric en a parlé, c'est que effectivement, ils ont été relativement naïfs par rapport à la classe dirigeante, qui a utilisé les ressources de la Banque de France pour pouvoir permettre la contre-révolution. Et donc, il faut pas être naïf. Enfin, le mouvement révolutionnaire, dans ce sens-là, doit être préparé et assez organisé. Et ça a été un des défauts de la commune, c'est qu'il était ni préparé ni organisé. Il n'avait pas de demande concrète comme l'exemple qu'il illustrait, et qu'elle a été en fait principalement critiquée pour ses discussions interminables, l'inaction qui en a résulté. Et à un moment, en fait, elle aurait mieux fait de se préparer à la répression face à Versailles. Il y a aussi tout un point sur le manque de soutien qu'a eu la commune des Hautes-Villes. Alors, il y a eu d'autres communes qui se sont déclarées ailleurs en France, mais qui ont été très rapidement réprimées, donc n'ont pas pu apporter leur soutien à Paris. Il y a eu quelques petites actions qui ont été faites en province pour apporter soutien par rapport au chemin de fer, etc. Mais donc voilà, il y a le point de vue de la construction d'un mouvement confédéral qui est assez important en fait pour défier efficacement l'État. Et alors, je vais m'arrêter ici, je pense. Voilà. Moi, je retiens le manque de soutien, prévoir la répression, en fait. On a l'impression qu'ils étaient dans une expérience très démocratique et qu'en fait, ils n'ont pas prévu la violence qui leur arrivait dessus. Et sur ce, je passe la parole à Eric. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'une mesure importante qui concerne les femmes, c'est l'octroi aux femmes non mariées des mêmes droits sociaux qu'aux femmes mariées. Donc, c'est la remise en cause du sacro-saint mariage. Et donc, ça, notamment pour toucher des indemnités, donc la compagne d'un homme, par exemple, tué ou blessé, qu'il vive en concubinage ou marié, entre guillemets, la concubine a les mêmes droits, ce qui était un changement là absolument fondamental par rapport au contexte. Et j'espère que vous n'avez pas considéré que je suis injuste avec Proudhon, mais je rappelle que Proudhon, lui, il était totalement contre le droit des femmes à se présenter en politique, disant que les femmes, leur place c'était au foyer, et les hommes doivent pouvoir user de la force pour remettre les femmes à leur place à l'intérieur du foyer. C'est absolument clair. Il a mené un débat là-dessus en 1849, quand des femmes, après la révolution de 1848, y compris des femmes qui étaient de son côté au départ, plus ou moins avec les mêmes idées, ont voulu se présenter aux élections, et il a dénoncé ça comme absolument infamant, intolérable. Il faut absolument aller contre ce type de choses. Et donc, il y a beaucoup de textes écrits là-dessus. Donc, il faut avoir en tête que dans le camp du changement, y compris du côté de quelqu'un qui est connu pour la formule « la propriété, c'est le vol », il y a des conceptions qui restent tout à fait ancrées dans la société patriarcale, dans la société même bourgeoise sur d'autres points. Alors, je n'ai pas encore dit pourquoi, en fait, il fallait prendre la Banque de France. Parce que j'ai dit, les partisans de Blanqui voulaient la prendre, mais c'était pas clair ce qu'ils voulaient en faire. Et Beslay a eu raison d'eux. Mais il fallait prendre la Banque de France parce que, et plusieurs analystes à l'époque l'ont dit, si la commune avait pris le contrôle des 3 milliards, avait mis la main sur les 3 milliards, la commune aurait eu un moyen
de négociation et de chantage absolument considérable par rapport à la bourgeoisie française et au gouvernement de Thiers. Ils auraient pris Thiers par, vous pouvez imaginer ce que je veux dire, ça fait très mal et c'est très efficace. Et en prenant la bourse de la bourgeoisie, il y avait moyen de négocier un armistice, par exemple. La bourgeoisie n'avait pas négocié de faire des tas de concessions sociales, mais pour récupérer une partie de ses sous, elle aurait fait quelque chose. Et donc ça, c'est très important. Là, que ce soit Lisa Garet, que ce soit Karl Marx, que ce soit Engels qui ont commenté, ils ont dit, mais la Commune a fait quelques otages, mais là, ça aurait valu bien plus que 10 000 otages de prendre la Banque de France en otage. Ce que Besselet disait, ne violez pas la Banque de France. Il ne s'agissait pas évidemment de la violer, il fallait la mettre au service du peuple et du projet. Donc ça, c'est extrêmement important. Autre, dans les leçons, mais il aurait fallu poursuivre Thiers. Thiers a lancé l'armée contre les communards le 18 mars pour prendre 400 canons. Son armée fait crosse en l'air, se retourne contre les généraux et Thiers décide de foutre le camp à Versailles. Donc, l'armée de Thiers ne répondait plus aux ordres de Thiers. Il y avait 300 000 gardes nationaux. Il fallait courir derrière Thiers, le faire prisonnier et prendre de nouveau, là, avoir un moyen de négociation avec la bourgeoisie, etc., et l'empêcher de nuire. Parce que Thiers, arrivant à Versailles, il y va avec son administration, et alors, Sixtine vient de le mentionner rapidement, que des communes se sont déclarées à Lyon, à Narbonne, à Montpellier, à Limoges, Thiers envoie l'armée, la partie de l'armée française qui est dans le sud du pays, réprimer et écraser ces communes en 2, 3, 4 jours maximum. Alors qu'il y aurait pu y avoir une jonction entre la commune de Paris et ces communes. Et ils auraient pu prendre le pouvoir sur une grande partie du territoire français et se fédérer. Là, c'est une leçon que tire Marx de la commune, alors ce que je veux dire maintenant une troisième leçon. Marx dit, sur la base de ce qui s'est passé dans la Commune de Paris, et Marx était hyper enthousiaste pour la Commune de Paris, il dit il faut changer le contenu du manifeste communiste dans ses conclusions. Le manifeste communiste qu'il a écrit en fin 1847 à Bruxelles avec Friedrich Engels et qui est publié en 1848 à Londres, à la fin du manifeste communiste, Marx et Engels disent il faut prendre le contrôle de l'État. Et Marx dit, après ce qui vient de se passer avec la Commune de Paris, non, il ne faut pas prendre le contrôle de l'État. Il faut briser l'État. Il faut briser l'État. L'État, on ne peut pas simplement l'occuper et le mettre au service d'un autre objectif. C'est une leçon absolument fondamentale. Et c'est une leçon qui reste absolument d'actualité. Si vous voulez simplement occuper les postes de gouvernement, etc., et si vous laissez en place toute une série de choses, eh bien, il y aura une recomposition rapide de l'ordre et vous serez détruit. Si vous ne détruisez pas l'armée, quand je dis détruire, ça ne veut pas dire massacrer les soldats, c'est détruire l'armée, c'est-à-dire libérer ou licencier, si vous voulez, les soldats et les réorganiser autrement, par exemple sur la manière de la garde nationale. Donc ça, c'est dans les... Alors tu me demandais Blanqui, mais Blanqui, son problème, c'est que lui, il voulait des actions quelque part en partie complotées, mais il avait compris qu'il fallait s'attaquer à l'État. Ça, il l'avait compris. Mais ça ne marche pas par le complot. Ça ne marche pas par des coups. Blanqui était pour des coups de force.
il avait des gens, il y avait des centaines de partisans de Blanqui dans la commune de Paris. Il avait des cellules et certains porte-parole publics et certains étaient dans la première internationale. Mais Blanqui n'avait pas un programme sur qu'est-ce qu'on fait de la Banque de France, qu'est-ce qu'on fait comme tentative de construction d'un autre État, etc. Donc pour moi, Blanqui n'était pas la solution. Et le dernier point, dans les choses extrêmement positives de la Commune de Paris, c'est la révocabilité de tous les mandats publics, tous. C'est l'interdiction qu'un fonctionnaire, un mandataire ait un salaire supérieur à celui d'un ouvrier. Ça, c'est une décision très importante de la commune. Et troisièmement, je pense que l'autre société, l'autre État qu'il faut construire pour le faire dépérir le plus vite possible et arriver à une société sans État, une société communiste, il faut passer par une fédération de communes. Donc la question des communes, c'est fondamental. Le fait qu'un État ne trouve pas sa justification et sa légitimité d'abord sur sa structure centrale, mais qu'elle doit reposer sur la fédération de communes. Ce qui n'empêche pas la nécessité d'avoir un gouvernement central, parce qu'il faut prendre une série de décisions qui concernent tout un territoire qui va au-delà d'une commune. Mais que fondamentalement, la légitimité du gouvernement central repose sur les communes et que là où s'exerce notamment le pouvoir du peuple, c'est dans les communes où les gens se réunissent en assemblée et prennent leurs décisions. C'est une leçon très importante de la Commune de Paris. Tu as coupé ton micro. Voilà, désolé, merci Eric, c'était très inspirant et le Mexicain que je suis vibre un peu parce qu'au Mexique on dit le peuple donne, le peuple reprend. C'est une expression populaire qui est un héritage de la Révolution. Donc je retiens de ce que tu as dit responsabilité, révocabilité, fédéralisme des communes et détruire le régime. Est-ce que tu as envie de réagir là-dessus, Sixtine, ou de compléter par quelques idées qui te sont venues en écoutant Eric? Oui, du coup, surtout sur ce sur quoi Eric a fini, moi, ce qui fait beaucoup écho, j'étudie le communalisme dans ma thèse. Le communalisme, en fait, c'est techniquement l'étude de tout ce qui est lié à la Commune de Paris, mais c'est aussi une théorie politique qui a été écrite ou plutôt théorisée par Murray Bookchin, un penseur américain, sur base de la Commune de Paris. Et donc, c'était l'idée, en fait, de prendre les communes, de s'organiser en assemblée populaire et en face à face au niveau de la commune, et puis de s'organiser en confédération de communes avec des délégués qui ont un mandat impératif et révocable. Donc vraiment, il y a plusieurs principes qui sont issus de la Commune de Paris, mandat impératif, mandat révocable, confédération de communes, assemblée constante du peuple. Sauf que là, il y a vraiment plus de représentants au sens de qui ont la marge de manœuvre de décider. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces idées, elles sont assez, elles ont été reprises par plusieurs mouvements. Au Rojava, je pense que beaucoup de gens sont peut-être familiers avec l'expérience de la libération nationale kurde qui se passe là-bas, qui a inspiré des idées de Murray Bookchin, mais adaptées à la libération nationale kurde, et donc qui fonctionne en commune sur cette base-là. Et puis alors aussi l'expérience des gilets jaunes, de certains gilets jaunes, notamment les gilets jaunes communalistes. Moi, j'ai pu étudier dans le cadre de ma thèse les gilets jaunes de Commercy, qui en fait se sont inspirés de ces idées du communalisme, qui sont pas directement inspirés de la Commune de Paris, donc c'est pas une grosse référence dans leur discours, mais en tout cas le communalisme l'est. Et donc en fait ils sont organisés en cabane, en assemblée populaire dans leur cabane, vous n'avez pas de chef, pas de représentant, ils débattaient quotidiennement, ils prenaient les décisions collectivement, et en fait les assemblées populaires qu'ils organisaient ressemblaient un peu aux clubs ou aux assemblées de quartier, dans le sens où il y avait ces principes d'assemblée constante du peuple, d'ouverture de l'assemblée à toutes et tous, de réunions de voisins pour débattre, de décider de sujets politiques, sociaux et économiques essentiels, puis aussi le principe de la politique qui est vue comme une activité qui est déprofessionnalisée et surtout une critique de la politique représentative.
Et donc les principes de mandat impératif et révocable vont aussi être invoqués dans le sens où quand le gouvernement demande de nommer des représentants, eh bien les Gilets jaunes ont une critique constante de la représentation et ils lancent un premier appel aux autres Gilets jaunes de s'organiser en comité populaire partout. Et surtout d'avoir des délégués et que s'il y a des délégués, c'est au niveau de chaque comité populaire local des Gilets jaunes, au plus près de la parole du peuple, avec des mandats impératifs, révocables et tournants. Donc on voit vraiment que ces principes-là de mandats impératifs et révocables ont percolé en quelque sorte et ont été appliqués là. Ils ont aussi été appliqués lorsqu'ils ont organisé une assemblée des assemblées des Gilets jaunes. Donc c'était un moment où fin janvier 2019, il y avait 75 délégués et délégués des groupes Gilets jaunes locaux qui sont issus de le rond-point avec un mandat impératif et révocable, avec le principe de vraiment dire le rond-point, l'Assemblée populaire locale décide. Par exemple, le but était de former une sorte de fédération. Donc c'était une aspiration aussi qui était partagée par les communards. Et ces dynamiques-là d'ailleurs a survécu jusqu'à la veille de la crise sanitaire. Il y en a une d'ailleurs qui aura lieu bientôt. Et alors je finirai là-dessus. Au niveau local, le groupe des Gilets jaunes de Commercy, en fait, le mouvement de Gilets jaunes s'est relativement évaporé un peu partout. Enfin, il a perduré sous d'autres formes. Mais en tout cas, celui-là s'est transformé, ou en tout cas une partie du groupe s'est transformée pour tenter de s'emparer de la commune et d'en faire le lieu du pouvoir populaire. Donc c'était vraiment l'idée que la commune soit le lieu d'exercice de l'autonomie par la démocratie directe, ce qui était l'objectif de la commune de Paris. Et donc là, on a une assemblée, ils ont formé une assemblée citoyenne qui a donné mandat à un groupe de personnes de se présenter aux élections municipales de mars 2020, avec une liste qui s'appelle Vivons et décidons ensemble, qui avait comme programme la démocratie directe. C'était son unique programme. Elle avait des propositions construites en assemblée populaire, mais le programme, c'était de dire, si on est élu, le mandat de nos élus sera lié aux décisions de l'Assemblée populaire, on ne fera qu'appliquer les décisions de l'Assemblée. Donc ça, c'est vraiment l'idée de base du communalisme. En tout cas, tel qu'interprété par Mireille Bookchin. Et donc voilà, malheureusement, ils ont échoué aux élections municipales à 4 voix près, ils ne sont pas passés au deuxième tour. Donc on va dire que l'idée faisait quand même de démocratie directe et que le peuple décide faisait quand même, a trouvé ses échos. Mais voilà, ça a quand même fait revivre des idéaux qui sont qui sont vieux de 150 ans, quoi. Super, merci Sixtine. J'en profite de ce que tu viens de dire pour dire que tu as écrit un article qui s'appelle From Red Scarves to Yellow Vest, The Communalist Tradition. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. En français, ça veut dire des écharpes rouges aux gilets jaunes, la tradition communaliste, qui est un excellent article. Ça parle d'exactement tout ce qu'on a dit aujourd'hui, les limites de la démocratie, les clubs révolutionnaires, la commune des communes, le communalisme théorique que tu viens d'exposer. Et c'était vraiment un très bon article. Donc, je mets le lien dans le chat pour ceux qui veulent le consulter. C'est en anglais, mais on peut très bien trouver des traducteurs de nos jours. C'est le moment d'ouvrir la discussion avec les membres du public qui le souhaitent. Si vous avez des questions, je vous propose d'allumer votre caméra et de lever la main. Eva va m'aider à modérer cette partie-là, tout simplement, à retenir qui a demandé la parole dans quel ordre. Et est-ce que quelqu'un aurait une question à poser à Eric ou à Sixtine pour éclairer cette soirée? Ok, la question de Jérémy. D'autres moments révolutionnaires comme l'Espagne de 36 ont fait la même impasse que sur la bourse, exact. Donc les leçons n'ont pas été tirées. Donc pour moi, dans les expériences où on avait tiré dans un sens intéressant les leçons, c'est la révolution russe où on combine des conseils autogérés de paysans, d'ouvriers et de soldats, avec la égalité totale entre hommes et femmes, établie tout de suite dès les premiers jours de la révolution russe, et le fait que le gouvernement des soviets prend les banques privées, exproprie les banques, annule les dettes. Toutes les dettes qu'elles réclament, c'était essentiellement des paysans parce que les ouvriers n'avaient pas un compte en banque. Donc les dettes dues aux banques, c'était des paysans petits ou moyens, pas les plus pauvres qui n'avaient pas non plus accès aux banques, mais une partie de la paysannerie. Et l'annulation des dettes. C'est-à-dire le gouvernement des soviets décrète la répudiation totale des dettes réclamées au régime qui avait précédé le régime du tsar. Il y a une deuxième expérience qui s'appuie et tient compte des leçons, c'est Cuba, en 1959,
c'est un énorme soulèvement populaire. Il n'y a pas que la guérilla dirigée par Che Guevara, Fidel et d'autres qui arrivent dans la Havane. C'est que le peuple des villes cubaines est soulevé, est en grève générale et qui a un énorme mouvement de masse. Et là, le pouvoir révolutionnaire prend la Banque centrale et met un guerriero, Che Guevara, comme président de la Banque centrale à Cuba. Et par une sorte d'ironie, Che Guevara, vous savez que Che, c'est un surnom. Si vous regardez les billets de banque cubains, c'est signé Che. C'est symbolique, mais c'est très important. C'est aussi créer, démystifier ce qu'est un billet de banque et ce qu'est une banque. Quand un guerriero, en plus argentin, est mis à la tête de la banque centrale du pays et signe dorénavant les billets de banque. Et bien sûr, il y a d'autres choses, on pourrait discuter évidemment, et il y a d'autres leçons sur ce qui s'est passé en Russie et comment la commune de Kronstadt a été abordée, traitée et supprimée, et comment le régime a évolué d'une manière dramatique et dictatoriale. Et on peut dire aussi certaines choses sur Cuba, mais en même temps, donc, dans les premières années, dans ces deux expériences-là, il y a des leçons qui ont été appliquées. Par contre, récemment, moi je termine mon article là-dessus, sur Tsipras et Varoufakis. Tsipras et Varoufakis sont restés en extase devant la Banque de Grèce. Ils ont laissé Stournaras, qui était le gouverneur de la Banque de Grèce, désigné par le Premier ministre précédent, et Stournaras était un des principaux ennemis du peuple et de l'expérience de libération, de la tentative de libération du peuple grec, un complice de Mario Draghi. Et donc, ils ont laissé Stournaras. Varoufakis a constamment dit non, il fallait le laisser en place, il fallait pas prendre la banque, fallait pas émettre des billets nous-mêmes, on n'aurait pas su, ça prend 6 mois d'émettre des billets. Tout ça, c'est du flanc, ce n'est absolument pas convaincant, mais malheureusement, c'est une idée partagée dans une grande partie de la gauche. Podemos en Espagne n'est pas allé au-delà des positions de Tsipras et de Varoufakis. Et malheureusement, Jeremy Corbyn à Londres, qui est un vrai militant, même s'il a été élu à un moment donné président du Labour Party, puis après il s'est fait défenestrer par la droite du parti, mais dans le bon programme de Jeremy Corbyn en 2017, qui s'appelait le manifeste du Labour, il dit pas un mot sur prendre la Banque d'Angleterre, que faire avec la Banque d'Angleterre et que faire avec la City de Londres, avec les banques de Londres. Si vous lisez le livre de Bernie Sanders, Notre Révolution, je l'ai lu, c'est paru au Lien qui libère, il n'y a pas un mot sur ce qu'il faut faire de la Réserve fédérale, ni de ce qu'il faut faire avec les grandes banques, avec JP Morgan, avec Bank of America. C'est-à-dire qu'il y a, comme dirait mon ami Patrick Saurin, qui a travaillé dans les banques, une sorte d'angle mort. Dans la gauche, même radicale, on ne veut pas voir on veut pas regarder du côté des banques et du côté de la Banque centrale. Et donc, on est là tout à fait en erreur parce qu'on laisse, dans ce cas-là, en place les structures qui vont détruire l'expérience dès qu'elle est un fœtus, dès qu'elle est à peine en train de naître, quoi. Comme ça s'est passé avec la Commune de Paris, parce qu'effectivement, Sixtine l'a dit, on est maintenant à 150 ans de la semaine sanglante. Rappelons donc qu'il y a eu 30 000 communards exécutés
et sans jugement. Après, il y a eu des exécutions suite à des procès, mais ça a été... Et il y a eu 43 000 personnes bannies de France. Donc, ça a été un vrai bain de sang et une répression absolument sans nom, quoi. Ton micro. Oui, je dis ça peut faire la transition avec cette question de Gaël Limer qui demande est-ce qu'il faut supprimer l'indépendance de la Banque centrale dans un esprit de révocabilité, de responsabilité et de tout ce que tu viens de dire, Eric. Qui veut prendre cette question pour commencer? Mais moi, c'est très court, c'est oui, point barre ligne. Merci. Il n'y a pas besoin. C'est bien sûr qu'il faut mettre fin à l'indépendance de la Banque centrale. Ok, Sixtine, tu veux commenter? J'ai pas assez de compétences là-dessus, donc je suis l'expert. Je suis Eric à ce sujet. D'accord. Je m'y connais, moi. Très bien, mais il n'y a pas d'autres questions dans le chat pour l'instant. Moi, j'en vois une ici qui dit de Gaël aussi encore. L'URSS et Cuba ont été évoqués. Y a-t-il à votre connaissance actuellement dans le monde des gouvernements participatifs qui se rapprochent des principes de la commune? Ça, je peux répondre. Je t'en prie, vas-y. Merci. Du coup, j'ai parlé du Rojava, où effectivement ils s'organisent au niveau communal en 4 échelons à chaque fois, où ils envoient des délégués, à chaque fois un homme, une femme, avec un mandat impératif et révocable à l'échelon supérieur, pour former une confédération de communes, et donc vraiment avec des assemblées populaires organisées dans tous les villages qui sont relativement enfin on participe relativement fort. Il y a une expérience assez intéressante au Mexique. Alors, il y a évidemment les apatistes. Je ne vais pas trop commenter là-dessus. J'imagine que tout le monde connaît. En tout cas, ils s'organisent aussi en assemblée populaire. Ils ne sont pas inspirés spécialement du principe du communalisme. Mais voilà, ces théories-là, j'imagine, ont quand même dû alimenter. Mais surtout à Cherán, au Mexique aussi. Cherán, c'est une ville où ils ont décidé de mettre leurs politiciens dehors, qui étaient corrompus avec des trafiquants de bois. Et qui minaient un peu il y avait plein de gens qui se faisaient kidnapper, il y avait des gens qui étaient tués, etc. Et donc ils ont mis leurs politiciens dehors et ils ont organisé leurs propres élections, ce qui rappelle un petit peu la Commune de Paris aussi, où ils organisent en quelque sorte leur propre procédure pour leurs élections. Et depuis 2014, si je dis pas de bêtises, ils sont organisés en assemblée populaire aussi, au niveau communal, avec différentes commissions thématiques. Donc voilà, donc ils ont réussi à être autonomes d'un point de vue de l'eau, je pense. Enfin, il y a plusieurs choses qu'ils sont parvenus à faire. Je vais essayer de retrouver. J'ai fait un webinaire il y a quelques mois avec des gens de Commercy et de Cherán, pour mettre en perspective ces expériences. Donc, Commercy dont j'ai parlé tout à l'heure. En tout cas, Cherán, c'est peu connu, mais ça vaut la peine d'être exploré. Je vous invite, en tout cas, à vous renseigner si ça vous intéresse. Je vais essayer de retrouver le lien, je le mets dans le chat. Ok, merci Sixtine. Et juste rappeler qu'au Mexique aussi, il y a un président qui joue la révocabilité des mandats et qui va rejouer son mandat à mi-mandat. C'est une première dans l'histoire mexicaine. Tu fais des grands yeux, Sixtine? Tu n'étais pas au courant? Je fais des grands yeux en essayant de rechercher le lien. D'accord. Donc, on arrive à la fin de cette réunion. Je propose aux participants qui le souhaitent et qui ne sont pas encore dans nos mail list, si vous souhaitez tout simplement recevoir notre newsletter une fois par semaine, merci de mettre votre adresse email soit dans le chat, soit de l'envoyer à mon adresse que je vais mettre dans le chat, qui est cesar@cadtm.org. Voilà. Et si vous souhaitez vous impliquer au CADTM ou participer en tant que bénévole, n'hésitez pas aussi à le dire, aussi donc à m'écrire à l'adresse que je viens de mettre dans le chat. Merci beaucoup. Nous sommes à 2 minutes de la fin de cette réunion. Est-ce qu'il y a une dernière question qui voudrait être posée, ou est-ce que vous voudriez avoir un petit mot de la fin, tout simplement brièvement l'un et l'autre? Là, je vois une petite question. Comment expliquer la quasi-absence de la commémoration de la commune par la gauche? Tout dépend si vous entendez gauche institutionnelle ou gauche populaire, parce que au niveau de même en fait au niveau de la gauche institutionnelle, quand on voit à Paris par exemple Anne Hidalgo, le PS se réapproprie un peu l'histoire de la commune, mais au niveau de la réappropriation, il y a plein de choses qui sont organisées pour les 150 ans. Alors un peu moins en Belgique, mais il y a à Liège, nous on a fait l'expo, il y a des conférences qui ont été faites, et en France il y a plein d'initiatives. Ce samedi c'est la montée au mur des fédérés, qui est organisée, aussi notamment à l'initiative du comité des amis et
ami de la commune. Moi, je fais partie du comité belge. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet-là pour justement faire vivre l'histoire de la commune. Donc, il y a quand même, enfin voilà, moi, je trouve que c'est quand même assez, on en parle quand même beaucoup, quoi. Mais oui, juste dire, mais je comprends la question de Régis, parce que c'est vrai, moi j'ai participé au 100e anniversaire. Bon, j'ai l'âge pour ça. En 1971, j'étais au Père-Lachaise et on a fait une manif de 35 000 personnes pour le 100e anniversaire de la Commune de Paris. Et effectivement, donc ça avait eu un impact absolument énorme. Mais on était 3 ans après mai 68, évidemment. Et donc, on était dans un autre contexte politique et historique. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup de bouquins, beaucoup d'articles, beaucoup de conférences. En même temps, je suis d'accord avec Régis, si ça touche 0,2 ou 0,3% de la population, c'est malheureusement à ce niveau-là, grosso modo, que ça situe la portée de ces activités. Maintenant, voilà, c'est quand même, il faut quand même marquer le coup, quoi. Ouais. Ah ouais. Et juste de dire, je pense que par rapport à la réflexion de Sixtine, pardon, pour moi, il faut vraiment combiner la réflexion, ça doit porter, si vous voulez, entre combiner, on va dire, la démocratie communale et la question du gouvernement, parce qu'on n'y échappe pas. Parce que y compris les structures locales du Chiapas et des zapatistes, j'y suis allé, etc., si vous avez l'armée mexicaine qui domine et les bandes de sicarios, de mercenaires, des grands propriétaires fonciers, ben, vous avez beau vivre en commune, le reste de la société est exactement maintenu et à tout moment peut vous écraser s'il décide de vous écraser. Donc, si on ne prend pas si on ne pose pas la question du gouvernement et de l'État et de le briser, cet État, on ne résout pas l'équation. Dans l'équation, il y a à la fois ce qu'on fait localement et au niveau communal et ce qu'on doit apporter comme réponse à des États hyper centralisés, hyper militarisés, avec des moyens de contrôle énormes, encore plus énormes que dans le passé. Et il faut être prêt à les affronter, ou sinon on ne changera pas fondamentalement la situation. Ton micro. Il faut être prêt à les affronter, je suis tout à fait d'accord, merci pour ces belles paroles. Bien, je propose que nous en restions là, il est 20h32, nous avons dépassé le temps de 2 minutes, c'était extrêmement intéressant, je vous remercie énormément, je tiens à rappeler que Sixtine tenait beaucoup à ce qu'on parle de l'exposition Vive la commune, qu'elle a dit, elle sera bientôt au DK. Donc je vous invite à visiter la page Facebook et à aller visiter cette exposition qui est incroyable. Le collectif Razine prend des très très belles photos. Et si vous voulez vous impliquer au CSDTM, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse que j'ai laissée dans le chat. Merci beaucoup pour votre participation. Eric, merci. Sixtine, merci. Je vous dis à bientôt. Super, merci en tout cas. C'était très chouette. Cool. Au revoir. À bientôt Eric. Merci. Au revoir tout le monde. Salut Sixtine, salut tout le monde.